Bonjour chers amis du Cercle Aristote, chers abonnés, chers camarades, nouvelle vidéo d'actualité aujourd'hui, on continue, l'actualité en 2024 est très chargée, vous avez pu voir David Tuscher, vous avez pu voir Philippe Murer, vous avez pu voir les invités de Pierre-Yves, évidemment les grands entretiens, et aujourd'hui un ami, un fidèle du Cercle, pour parler de ces sujets de prédilection que vous connaissez, Jean-Michel Salmon, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs et les amis du cercle, en effet, les fidèles amis. Donc évidemment, on va parler avec toi aujourd'hui du Brexit, mais on va également parler d'un sujet qu'on sous-estime beaucoup et qu'on voit en ce moment pas mal dans les médias. C'est justement les infos ou les non-infos, les fausses infos sur le Brexit dans les médias en France et certaines récupérations. Mais pour commencer, alors les gens évidemment te connaissent, ils ont vu un certain nombre de vidéos, on va pas refaire la présentation. Et pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point d'actualité sur ce début d'année 2024, où on est, quelle est la situation au Royaume-Uni et quelle est la situation au Royaume-Uni depuis ce post-Brexit début 2024? Oui, merci Nicolas. Donc effectivement, fin janvier 2024, le Brexit effectif en termes légal, juridique, a fêté en quelque sorte, si on peut dire, en tout cas a atteint son 4e anniversaire. Et ça a été l'occasion pour tous les anti-brexiteurs et les europhiles de tout poil, de part et d'autre de la Manche, pour en rajouter des quantités et des tonnes sur un soi-disant désenchantement complet, total de l'électorat britannique, qui serait aujourd'hui comme un seul homme volontaire pour retourner évidemment dans l'Union européenne. C'est trop beau pour être vrai du point de vue europhile, et évidemment c'est une récupération, c'est pas une certaine récupération comme tu as dit tout à l'heure, c'est plutôt une récupération certaine. Et malheureusement rien n'a changé depuis les semaines précédant le référendum de 2016, ça continue toujours de la même manière et ça permet donc à nos turiféraires de l'Union européenne de clamer avec une reprise d'enthousiasme comme jamais. Enfin, avec un bémol, j'en parlerai tout à l'heure, de Alastair Campbell, l'ancien SPAD, là, le conseiller stratégique de Blair, et j'y reviendrai. Donc de dire avec un grand plaisir que toute la catastrophe annoncée et le suicide, encore pour dire, pour utiliser d'autres vocables très pondérés, n'est-ce pas, à propos du Brexit, était finalement avéré. Donc finalement, ils auraient soi-disant raison. Et évidemment que comment ça se passe? Ça se passe tout simplement que ils organisent médiatiquement. La ficelle est grosse, mais elle passe bien parce que les gens n'ont pas forcément le recul. L'électorat, les gens n'ont certainement pas suffisamment de recul par rapport aux médias et au lavage de cerveau qui se répète à qui mieux pour faire une confusion. La technique, la ficelle, elle est très simple, c'est faire une confusion entre depuis le Brexit, c'est-à-dire on peut remonter à 2020 évidemment. Comme par hasard, c'est en 2020, janvier 2020, fin 31 janvier 2020 que le Brexit a eu lieu juridiquement, même si c'est fin 2020 que les politiques ont changé en termes de politique active, puisque jusqu'à fin 2020, c'était la transition. C'était la période de transition inscrite dans les négociations et de facto, les Anglais avaient la totale marge de manœuvre pour faire des nouvelles politiques souveraines à partir du 1er janvier 2021. Mais donc, depuis le Brexit, c'est depuis début 2020, il y a aussi eu des petites choses dans l'actualité internationale, un peu minimes, un peu modestes, qui se sont passées, comme la crise Covid, et puis comme la guerre en Ukraine. Alors évidemment, la crise Covid, elle a créé avec les confinements successifs un choc particulièrement dur sur la production, avec des chutes de PIB de 5 à 10% dans tous les pays à peu près occidentaux. Grande-Bretagne compris, évidemment. Et puis, on sait très bien que les conséquences de la guerre en Ukraine, avec notre politique particulièrement efficace de sanctions, n'est-ce pas, puisque au lieu de mettre la Russie à genoux, sa croissance actuelle est l'une des meilleures de toute la planète. Et puis, par contre, nous, on s'est tiré évidemment beaucoup de balles dans les pieds en faisant flamber
en faisant flamber par notre politique de sanctions et les contre-représailles de l'État russe, en faisant flamber les prix de l'énergie. Quoi qu'en dise notre cher ministre de l'économie ces jours-ci à l'Assemblée d'ailleurs, c'est pas Poutine qui fait monter les prix, c'est les sanctions qui ont fait monter les prix de l'énergie. Et donc ça a créé évidemment ce qu'on a connu dans les années 70 à l'époque, ce que tous les étudiants d'économie connaissent, la notion de stagflation. La notion de stagflation, c'est-à-dire de montée forte d'inflation couplée à une stagnation économique. Donc stag comme stagnation et inflation, stagflation. Bon, c'est bien connu, mais on pensait s'être débarrassé de ça depuis plusieurs décennies et surtout définitivement. Les économistes pensaient que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes passer la crise financière de 2008. Il faut toujours rappeler qu'à la veille de la crise Covid, les banques centrales, y compris la BCE ou d'autres grandes banques centrales occidentales, luttaient ou réfléchissaient à comment faire pour échapper à une inflation négative. C'était ça. On était dans des taux d'inflation qui flirtaient avec la barre zéro, qui passaient en dessous, et donc le mandat de la BCE, qui est de maintenir le taux à 2%, poussait donc les réflexions à voir comment peut-on rétablir une inflation modeste mais positive. Et donc c'était ça le tableau. Donc, on a eu, si on reprend les 4 années qui nous séparent depuis 2020, on a eu donc un choc de récession inédit depuis les années 30 du XXe siècle, avec des chutes de PIB atteignant entre 5 et 10% partout. Et puis, on a eu ensuite cette stagflation rampante dont on sort un peu du point de vue du rythme de l'inflation, mais dont on ne sort pas trop du point de vue de la stagnation de la croissance pour l'instant, on pourrait y revenir. Et donc, tout ça s'observe partout. Et donc la grosse ficelle des médias et des europhiles, c'est de dire depuis le Brexit, l'économie britannique va mal. Et depuis le Brexit se transforme très vite dans l'esprit des gens à cause du Brexit, alors qu'évidemment la cause n'est pas du tout dans le Brexit. Alors le Brexit n'a pas été une baguette magique pour permettre à la Grande-Bretagne d'échapper comme par miracle à ces deux crises majeures, mais en revanche, quand on regarde les performances de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni en matière économique, sociale, etc., elles sont plutôt moins mauvaises. On y reviendra, plutôt moins mauvaises. Donc là, la ficelle est énorme. Mais on s'en donne à cœur joie du côté de Bruxelles, du côté aussi des europhiles britanniques. On s'en donne à cœur joie pour semer la confusion dans les esprits partout que la Grande-Bretagne va mal et c'est à cause du Brexit. Et donc, au point de vue de la Grande-Bretagne, au niveau de la situation politique interne, comment est-ce que ça se passe actuellement pour le gouvernement de Rishi Sunak ? Y a-t-il des contradictions internes ? Quels sont les gros dossiers qu'il y a à gérer en ce moment, au-delà quels sont les vrais dossiers de fond, quelque part, au-delà de la tambouille médiatique qui ne s'arrête jamais, comme on le sait aujourd'hui avec les mass médias ? Oui, les dossiers de fond, c'est toujours aussi passionnant de suivre l'évolution politique au Royaume-Uni depuis toutes ces années-là. Il y a toujours les mêmes problématiques qu'on retrouve chez nous, celle de l'immigration, évidemment, avec une politique, on va dire, audacieuse qu'avait tenté de lancer à l'époque Boris Johnson, puis Liz Truss, et que Rishi Sunak, qui leur a succédé, Premier ministre, a fait mine de vouloir continuer. C'est ça qui est extraordinaire. Ces tout derniers jours, on a des éléments qui sortent d'ailleurs dans la presse, a fait mine de continuer, c'est-à-dire à faire faire à cette loi pour lutter contre l'immigration clandestine, en fait, c'est ça. A fait mine de continuer le processus parlementaire, donc ça avait été approuvé par l'Assemblée, la Chambre des communes. Ensuite, ça passait à la Chambre des Lords, sachant très bien, d'après les retours qui fuitent en ce moment, sachant très bien que de toute façon, mais c'était déjà dans l'air pour ceux qui avaient un peu de discernement, sachant très bien que en pratique, cette loi qui consistait à renvoyer vers des pays partenaires comme le Rwanda les clandestins ayant fait des crimes pénaux, de les renvoyer et de sorte que ça dissuaderait, effectivement, ça ferait un contre-effet par rapport aux effets d'appel et qui dissuaderait, ce qui est d'ailleurs une problématique pas certaine, dissuaderait le flux continu et toujours croissant de traversées dangereuses d'ailleurs
l'intérieur de la Manche, à partir du continent européen. Donc, cette loi n'avait pas disons, probabilité d'aboutir, ou si elle aboutissait, encore moins de probabilité de donner des éléments, des mouvements effectifs d'expulsion, parce que il y a toujours tous les recours. Il y a effectivement beaucoup d'avocats britanniques qui sont avec les ONG pour se mettre au service de tous les clandestins, quel qu'en soit le prix. Et le prix est payé d'ailleurs, faut le dire, par le contribuable britannique, puisqu'ils sont logés la plupart du temps dans des hôtels très coûteux et dont le nombre de chambres croît, affecté à cette gestion-là. Et donc, en réalité, le contribuable britannique commençait à se rendre compte que c'est avec son argent, les impôts, qu'on logeait tous ces clandestins, et qu'on allait payer, un peu comme commis d'office, tous les avocats qui les accompagnent. Donc, une politique dont le citoyen moyen, disons britannique, ne veut pas, mais dont il doit malgré tout assumer le coût. Et tout cela, évidemment, en lien avec le maintien, la question de fond aussi, le débat qui se poursuit au-delà de la loi elle-même, c'est le maintien du Royaume-Uni comme signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, et la soumission aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui était celle, à travers un seul juge, d'ailleurs, si je me souviens bien, à l'époque, qui avait déjà empêché un avion de décoller du temps de la fin du mandat de Boris Johnson. Donc ça, c'est effectivement un sujet, l'immigration, et jusqu'à la question de la souveraineté réelle ou mimée, en tout cas, du Royaume-Uni brexité, puisqu'en étant toujours membre donc de cette Cour européenne des droits de l'homme, finalement, la souveraineté est toute limitée en la matière. Mais c'est assez intéressant, c'est assez emblématique finalement de la gestion politique de Rishi Sunak, dont on dit qu'il était parmi les Brexiteurs lors de la campagne référendaire de 2016. Alors oui, si on cherche bien en creusant tout ce qu'on peut trouver comme source, on va voir qu'il était décrit comme Brexiteur, sauf qu'il a été totalement absent de la campagne. On le voyait nulle part. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, on pouvait douter sur son entrain réel à poursuivre le travail de mise en place, de mise en œuvre du Brexit une fois arrivé à la tête du gouvernement. Par exemple, il y avait une loi qui était en gestation sous Boris Johnson et Liz Truss, qui était de continuer à réviser toutes les lois intérieures britanniques, qui étaient simplement le résultat de la transposition depuis de longues années, en tant qu'État membre de l'Union européenne, transposition du droit communautaire. Donc, toute une série de directives, de régulations, etc. Ils en avaient listé plusieurs milliers, dont il s'agissait de se défaire pour de nouveau, disons, substituer des lois et règlements britanniques décidés entièrement localement. Eh bien, ce qu'a fait Rishi Sunak, en gros, assez vite après être arrivé au pouvoir, c'est qu'il a neutralisé l'avancée, disons, la gestation de la progression de la mise en œuvre de cette loi sur l'élimination des directives et réglementations européennes. Certains aujourd'hui, je fais un petit saut dans le temps pour en revenir aujourd'hui, certains aujourd'hui clament victoire, évidemment, côté Brexiteur, sur la question de la politique agricole commune, par exemple, et sur toutes les directives qui pèsent lourdement, surtout sur nos petits agriculteurs, puisque on sait que les subventions aujourd'hui se font à l'hectare. En gros, c'est ça l'idée du budget de la PAC, la politique agricole commune, qui consomme toujours, c'est ça le paradoxe, jusqu'à 35%, plus qu'un tiers du budget total européen. Du budget standard, mais qui essentiellement va aux plus grosses unités de production, aux plus grosses fermes, puisque c'est versé à l'hectare. Et donc tous les petits souffrent, on sait très bien, je ne vais pas refaire le tableau, mais c'est pas nouveau, en particulier parce que les coûts de gestion de ces subventions européennes, les coûts de gestion au niveau de l'exploitation agricole sont démesurés, puisque Bruxelles ne sait pas faire autrement que par le mammouth bureaucratique. Et moi, je l'ai connu, parce que je suis enseignant universitaire, mais je suis également consultant indépendant à mes heures perdues, on va dire. Et je me suis rendu compte parfois sur les appels d'offres de la Commission européenne pour des études, que ce soit un petit projet de moins de 5 000 € ou une étude de plus de 200 000 €, c'était la même procédure d'appel d'offres abominable sur le plan bureaucratique, si vous voulez. Donc, mutatis mutandis, on transpose ça à n'importe quel autre type d'activité, et notamment au milieu agricole.
Et on se rend compte que c'était déjà une situation chroniquement défavorable aux petits agriculteurs. Et vient là-dessus, plus récemment, le fait de surimposer les normes vertes. Donc, on a effectivement des exigences administratives, pour ne pas dire bureaucratiques, venant de la gestion de la Commission européenne des dossiers. Et donc, dans le cas agricole, on sait très bien que pour les petits agriculteurs, puisque les subventions sont payées à l'hectare, pour les petits, les subventions sont limitées, mais face à des exigences administratives et bureaucratiques qui sont démesurées, et qui rend leur vie infernale, déjà que pour un grand nombre d'entre eux, le revenu espéré mensuel est souvent inférieur au SMIC. Donc, est venu se rajouter là-dessus plus récemment une politique très dure de verdisation de l'agriculture pour être en conformité avec les engagements contre le changement climatique, qui se traduit grosso modo, je vais pas refaire le tableau, il y a des spécialistes de ça, c'est l'actualité forte de ces derniers jours, qui se traduit en gros par une volonté de décroissance en quelque sorte dans la production agricole, en matière d'élevage, en matière de différents secteurs. Donc le problème a surgi en premier aux Pays-Bas, et puis aujourd'hui il arrive partout un peu dans les pays de la PAC, comme chez nous. Oui, une question. Est-ce qu'on a vu beaucoup de révoltes paysannes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas avant? Il y a même eu certains mouvements très pacifiques et locaux en Suisse, mais même ça existait. Et comment ça se passe au niveau de la situation des agriculteurs en Grande-Bretagne maintenant que justement il n'y a plus cette Union européenne au niveau de la PAC? Comment ça se passe au niveau des les mouvements des agriculteurs? Est-ce qu'il y a des mouvements aux Pays-Bas? Est-ce qu'il y a des mouvements en Grande-Bretagne ou pas? Pour l'instant, je suis pas spécialiste de l'agriculture en Grande-Bretagne, mais on n'entend pas de soulèvement paysan du tout. Et la renationalisation de la politique agricole au Royaume-Uni brexité a permis, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a permis de simplifier les procédures, puisqu'encore une fois, c'est toujours la même histoire que tout à l'heure. Il faut substituer des règlements nationaux aux règlements anciennement nationaux, mais dérivés du droit communautaire par la transposition. Donc, peut-être qu'il y a encore un certain nombre de problèmes à régler quand on va regarder très finement dans le détail. Mais en tout cas, ils échappent aux dernières décisions de l'Union et de la Commission de verdir à marche ou crève, en quelque sorte, de verdir la politique agricole. Et c'est celle qui vient de ce côté-ci de la Manche taper encore plus fort sur les agriculteurs, alors qu'ils avaient déjà, notamment donc les moyens et petits, beaucoup de difficultés. Donc effectivement, on voit déjà apparaître côté Albion un certain nombre de Brexiteurs qui se félicitent et qui se félicitent de pouvoir échapper à cette nouvelle étape de nouvelle réforme très dure de la politique agricole commune, avec tous ses paradoxes. Et j'ai d'ailleurs le fils d'un ami qui a 10 ans, qui s'amuse un peu à faire de la politique à la maison, et qui est le premier a fait ce constat par disons la pertinence de sa vision, a fait le constat qu'effectivement il entendait lui-même pas parler de difficultés particulières politiquement parlant des paysans en Grande-Bretagne. Donc le contraste est très net. Et évidemment, c'est bien de le souligner, parce que les europhiles vont surtout pas ouvrir les yeux là-dessus. Donc on a donc effectivement, c'est un beau sujet. Et voilà un peu la situation où, alors pour en revenir, si je veux en revenir à l'histoire de Sunak, que j'avais commencé à décrire là, sur le fait qu'il était un faux Brexiteur, en quelque sorte, parce que il a mis fin à ce processus de réforme des lois intérieures et règlements pour qu'ils ne soient plus ceux de Bruxelles, mais deviennent souverains et décidés faits sur mesure par le gouvernement et le Parlement britannique. On a vu un autre signe de sa volonté en fait d'ancrer le bâtiment britannique, le bateau britannique sur un quai européen, comme je le disais à l'époque, à travers la problématique de l'Irlande du Nord. Ça a été aussi très vite quelque chose de très emblématique de ce point de vue, parce que c'est un vieux serpent de mer, cette histoire d'Irlande du Nord, puisque, si je veux le rappeler en quelques mots, l'idée c'était qu'en Irlande, il y a la partie nord qui fait partie du Royaume-Uni, avec les 3 autres nations, donc le Royaume-Uni, Écosse, Angleterre, et Pays de Galles et Irlande du Nord. Et on n'a pas de frontières, pas vraiment de frontières sur l'île
d'Irlande entre l'Irlande du Nord et le Sud et le reste de l'île qui est la République d'Irlande, qui reste évidemment, elle, un État membre de l'Union européenne, évidemment. Et donc, compte tenu des événements de 30 années de guerre civile, etc., dans le passé, et les événements communautaires et liés à la différence entre les catholiques et les protestants, évidemment, on voulait, un des prérequis dans la négociation du Brexit, c'était de ne pas rétablir de frontières physiques terrestres entre les deux Irlandes. Et pour faire ça, disons que l'Union européenne a joué, à l'époque c'était l'équipe de Barnier, il y a eu quelques éléments fuités là-dessus. L'Union européenne, l'équipe de négociation de Barnier a utilisé cette situation, disons, en faisant miroiter un risque terrible que si on ne remettait pas de frontières sur l'Irlande, et bien que l'Irlande du Nord devienne le cheval de Troie du monde entier pour inonder tout le marché européen, tout le marché unique via l'Irlande de produits soit moins chers, soit qui ne respectent pas les normes, etc. Enfin, donc ça allait, soi-disant, à partir de l'Irlande du Nord, déstabiliser totalement le marché unique. Bon, y croit qui pourra ou y croit plutôt qui voudra, puisque ça a servi en fait de prétexte pour imposer politiquement, on peut revenir comment ça s'est fait, mais pour imposer le fait que l'Irlande du Nord reste en quelque sorte, pour résumer, dans le marché unique, bien que faisant partie comme territoire du Royaume-Uni brexité. Donc à partir de là, l'Irlande du Nord n'est pas gérée normalement par le Royaume-Uni comme son propre territoire, puisque on a vu des exemples. Il faut savoir, on découvre des choses au fur et à mesure aussi dans cette affaire. Quand on n'est pas forcément spécialiste du moindre détail des politiques européennes, on découvre par exemple que l'Union européenne interdit l'importation via des États tiers de viande réfrigérée. Alors, la viande réfrigérée, ça va être quoi? Ça va être de la charcuterie sous cellophane, des beefsteaks frais sous cellophane, etc. C'est interdit pour des raisons dites sanitaires. Ce qui fait qu'un steak croate ou bulgare peut arriver au fin fond de l'Espagne sans contrôle, sans rien, un steak réfrigéré, donc sans aucun contrôle puisque c'est le marché unique. Par contre, le même steak, le même produit qui quitterait la Grande-Bretagne continentale pour arriver en Irlande du Nord ne peut plus. C'est interdit. Puisque l'Irlande du Nord est gérée par les règlements européens, si vous voulez. Donc, ça veut dire, c'est comme si nous, on ne pouvait pas envoyer une saucisse basque à Strasbourg, quoi, en quelque sorte. Et ce n'est qu'un exemple, puisqu'il y a des choses beaucoup plus graves encore au niveau des médicaments, la problématique de l'agrément donné aux médicaments. Il faut que n'importe quel médicament qui quitterait la Grande-Bretagne pour aller en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, il faudrait qu'il ait malgré tout l'agrément, non pas seulement de l'agence britannique, mais de l'agence européenne de sanitaire. Donc, beaucoup de petites choses comme ça. Donc, tout ça pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire en sorte que mettre le gouvernement britannique face à un dilemme, c'est ou bien il continue le Brexit et à tout réformer dans ses réglementations intérieures, y compris en matière agroalimentaire, agricole et agroalimentaire, et à diverger du système européen. Et ça lui permet de se rapprocher en matière d'importation de pays plus compétitifs en matière agricole. On peut, ce qu'on appelle le groupe de Cairns dans les négociations internationales, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil pour tout ce qui est la viande bovine, etc., le sucre, on peut multiplier les exemples. Et donc, la Grande-Bretagne pourrait décider à ce moment-là de s'approvisionner par substitution aux importations anciennement communautaires par les importations de ces pays-là, mais à condition que dans ces règlements, elle change beaucoup de choses qui ne soient plus, qui vont l'éloigner des réglementations européennes qui interdisent en fait ces importations-là. Alors, si elle décide de faire ça, pour aller plus loin dans la mise en œuvre d'un Brexit souverain et dans les intérêts de la Grande-Bretagne, elle va créer un schisme croissant. Le gouvernement créera dans ce cas-là un schisme croissant avec l'Irlande du Nord, qui, elle, reste, n'a pas le choix, mais doit rester pour l'instant dans les règlements européens. Et ça crée donc un Royaume-Uni coupé en deux,
encore plus coupé en deux. Plus la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les trois autres nations, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre vont s'éloigner des réglementations européennes, plus ça va créer un schisme à l'intérieur même du territoire du Royaume-Uni. Avec l'Irlande du Nord. Et donc, ce dilemme-là, ou alors, inversement, pour éviter de fracturer le territoire du Royaume-Uni, eh bien, ça a conduit le gouvernement britannique à renoncer à s'éloigner des réglementations européennes, de sorte que celles qui seront en Irlande du Nord seront similaires à celles du continent britannique, entre guillemets. Donc, ça a été très, très, très stratégiquement joué par l'Union européenne. Quand Boris Johnson a récupéré l'accord raté de Theresa May, il a été obligé d'avaler cette couleuvre parce qu'il n'avait pas le choix. Je peux revenir là-dessus ensuite. Mais ce que Rishi Sunak a fait en arrivant assez vite au pouvoir, c'est de cristalliser totalement ce traitement de l'Irlande du Nord dans l'orbite européenne en faisant signer ce qu'on a appelé le Windsor Agreement. Donc déjà, le choix était politiquement maladroit parce que quel rapport avec Windsor et le royaume au sens du roi, enfin du nouveau roi, etc. C'était insensé d'appeler ça comme ça, mais enfin bon, ça a été fait. Et cet accord, en échange de quelques petites facilitations limitées de flux de circulation de marchandises entre le reste du royaume et l'Irlande du Nord, a cristallisé cet état de fait que j'ai décrit tout à l'heure. Donc là aussi, Rishi Sunak a montré à quel point, en fin de compte, sa mission était d'empêcher le Royaume-Uni de prendre le large. Et justement, comment pourrait-on se sortir, enfin le Royaume-Uni, en tout cas les Brexiteurs pourraient se sortir de ce caillou dans la chaussure, comme on peut l'appeler, de la situation de l'Irlande du Nord. On a entendu des histoires de référendum pour de nouveau, je sais pas, d'initiatives pour remettre l'Irlande d'un seul morceau. Il y a beaucoup de choses. C'est un vrai problème à gérer. Quelles seraient les solutions sur la table pour se tirer de ce mauvais pas qui vraiment empêche beaucoup de choses et crée plein de problèmes? Oui, les solutions, merci Nicolas sur cette question. Il y a l'aspect technique, l'aspect politique. L'aspect technique, il est connu, il est connu depuis, en fait, les négociations en 2019, 2020. Il y avait eu, parce que l'Union européenne, justement, l'équipe de Barnier s'était accaparé ce sujet pour en faire justement un véhicule de blocage en quelque sorte du Brexit. Mais à l'époque, il y avait une grande commission sur ce qu'on appelait les arrangements alternatifs, quelque chose comme ça, commission constituée d'hommes politiques, d'experts en douane et d'économistes, etc., de juristes. L'idée, c'était qu'on pouvait très bien mettre en place ce qu'on appelait un Trusted Trader Scheme, c'est-à-dire un schéma, une organisation de commerçants agrémentés pour faire un suivi très fin des flux commerciaux qu'il y aurait entre la partie nord et la partie sud, sans rétablir de frontières entre les deux Irlandes et sans obliger l'Irlande du Nord à rester dans l'orbite européenne et en laissant les Britanniques tranquilles, avec une Irlande du Nord qui serait entièrement gérée par le Royaume et non pas sous l'égide des règlements européens. Donc c'était possible, c'était vraiment possible. En fait, tactiquement ou stratégiquement, Barnier et son équipe, ils ont surjoué le risque d'inondation du marché unique et de déstabilisation du marché unique via l'Irlande du Nord, par mauvaise foi caractérisée. Et donc techniquement, vous savez, c'est comme quand vous passez un péage sur une autoroute française, soit vous êtes obligé de vous arrêter, vous faites la queue et puis vous payez, etc. Soit vous avez déjà un agrément, vous avez déjà un abonnement et vous passez sur une file plus rapide avec une détection webcam, etc. et des signaux électroniques. Donc sur le plan c'est pas des sommes énormes les échanges entre les deux Irlandes, c'est à l'échelle européenne. Donc techniquement les solutions existent, elles sont novatrices. Mais elles ont déjà été mises en place dans d'autres parties du monde, à Singapour, etc. Donc, on le sait. Maintenant, la question demeure, c'est sur le plan politique, parce que, comme on dit en anglais, when there's a will, there's a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Mais le fait est que, encore faut-il qu'il y ait la volonté. Et, en fait, l'arrivée de Sunak au 10 Downing Street, ça a été un coup interne du Parti conservateur qui a d'abord
cherché depuis de longues années, enfin des années auparavant, depuis de longs mois, à trouver les moyens de sortir Boris Johnson, et ils ont fini par réussir à le faire. Et ensuite, Liz Truss, qui est arrivée pour prendre sa succession, parce qu'elle avait le soutien des militants du Parti conservateur, elle-même a été rapidement shootée, si on peut dire. Une cabale contre elle s'est rapidement mise en place, de sorte à la faire chuter et de mettre un poulain à la place. Et le poulain, c'est Sunak, c'est-à-dire Sunak, c'est un Davosite, hein, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans cette ligne, pas forcément europhile dur, hein, comme c'est un certain nombre d'autres personnalités britanniques du Parti conservateur d'ailleurs, qui avaient quitté la scène politique depuis l'arrivée de Boris Johnson. Mais disons qu'il est europhile modéré. Lui, en fait, c'est plutôt ce qu'il vise, c'est plutôt une politique de globalisation. Alors, globalisation, c'est un thème très intéressant au sens de Davos, hein, c'est-à-dire d'élimination progressive des obstacles posés à la globalisation par les États-nations, ce qui suppose d'éliminer les États-nations ou de réduire leur souveraineté au maximum jusqu'à les faire disparaître totalement. Donc, c'est bien le projet de l'Europe fédérale qu'on connaît dissimulé depuis Jean Monnet, et qui a commencé à prendre corps à partir surtout de Maastricht et avec Lisbonne. Donc, à partir du moment où effectivement les États-nations européens deviennent des provinces de l'Union européenne, bah, ça contribue à ce mouvement de globalisation où on affaiblit les États-nations pour que règne la liberté totale, qui est d'ailleurs inscrite dans le traité de Lisbonne, du capital financier. C'est ça où il y a la subtilité avec les Brexiteurs qui est très intéressante, parce que les Brexiteurs sont favorables au libre-échange. Ça oui, ils sont des free traders. Donc, ils sont favorables à ce qu'ils appellent le global trade, le commerce, le libre-échange, mais dans un cadre des États-nations. Donc, de ce point de vue, ils sont plus proches de Gaulle, qui voulait d'une Europe des États-nations et qui n'a pas hésité, et on l'oublie, à faire la politique de la chaise vide au Conseil pendant de longs mois pour empêcher le retrait du droit de veto aux décisions du Conseil, puisqu'elles étaient à l'unanimité dans tous les sujets à l'époque. Là, ça a été grignoté évidemment par Maastricht et par Lisbonne, cette affaire, avec le vote à la majorité qualifiée. Donc, si aujourd'hui De Gaulle était parmi nous et tenait le même discours, on le traiterait d'extrême droite, de membres de l'extrême droite ou d'anti-européens et de tout ce qu'on voudrait, de complotistes et tout ça. Or, ils voulaient simplement l'Europe des nations. Donc, les Brexiteurs, c'est ça. Ils veulent rester avec un État-nation fort comme étant le meilleur moyen de préserver la démocratie à travers effectivement les votes pour l'Assemblée nationale, pour la Chambre des communes là-bas. Donc un mélange de libre-échange mais de maintien d'un État-nation fort. Donc de ce point de vue, il s'oppose complètement aux Davosites qui, eux, sont pour une globalisation qui efface l'État-nation. Donc, il y a une subtilité dans l'utilisation du mot global ici, entre globalisation et global trade en anglais. Il faut faire attention à ça. Là, vraiment, la différence étant dans le maintien de l'État-nation. Donc, de ce point de vue, Sunak, il est dans la liste, dans la ligne de la globalisation au sens de Davos, c'est-à-dire pour effacer au maximum l'État-nation, même si il joue un rôle, il porte un masque, il fait semblant d'être plutôt modérément brexiteur, mais c'est une manipulation totale. Oui, ben là, on a bien compris avec cet exposé ce qui se passait, quelle était la situation, quels étaient les problèmes internes au Royaume-Uni. Mais la dernière question de cet entretien, hein, parce que mine de rien, le temps avance, c'est les élections européennes approchent donc à la fin du printemps. Et quelles sont les leçons, notamment pour les pays, je pense principalement à la France, mais également les autres pays de l'Union européenne, quelles sont les leçons à tirer de ces 4 ans de Brexit sur cette question justement des élections européennes qui approchent, des partis qui se disent on va sortir de l'Union européenne mais en fait on n'y sort pas, machin, quelles sont les leçons à retenir d'après ce que tu as pu observer? C'est une très belle année qui s'ouvre 2024 puisqu'il va y avoir les élections européennes en juin. Et puis, les élections britanniques générales, parlementaires, donc ils vont désigner le futur chef de gouvernement, à l'automne. Et les élections américaines. Et les élections américaines.
Oui, oui, et effectivement, et c'est pas une mince affaire quand on connaît effectivement les impacts, les impacts collatéraux. D'ailleurs, effectivement, entre Trump et Biden, il y a eu un impact très fort sur l'évolution du Brexit. L'arrivée de Biden a permis beaucoup aux europhiles les a aidés beaucoup pour mettre en place Sunak. Bon, passons l'histoire. Donc, année très intéressante, effectivement, de ce point de vue-là, parce qu'en gros, la trame, la problématique, on l'avait déjà connue un peu à l'époque, mais des dernières élections européennes, donc en 2019, on la retrouve aujourd'hui croissante, justement, à l'occasion de la crise politique agricole en France, etc. C'est, disons, la montée des, entre guillemets, populismes. Au sens tel que le décrit le mainstream du politiquement correct de l'extrême centre, c'est-à-dire finalement de propositions politiques qui prennent un peu leur distance par rapport à ce mainstream technocratique, bureaucratique, davosite, europhile et finalement qui veut silencer, si on peut dire, perdez-moi cet anglicisme, qui veulent passer sous silence finalement la vision du peuple. Ah, ça a commencé en France, on l'a vu en 2005, puisque si le traité de Maastricht avait été approuvé par référendum, le projet de traité pour une constitution de l'Europe a été rejeté, et puis Sarkozy et Merkel nous l'ont fait avaler par la voie parlementaire 2 ans après. Donc on a commencé à tourner le dos à la voix du peuple à ce moment-là, et la technocratie davosite a cherché depuis lors à étendre tout son pouvoir au maximum. Elle y arrive, avec Macron chez nous, avec Sunak en Grande-Bretagne, etc., malgré le Brexit. Et donc, il y a effectivement cette crainte en France pour les prochaines élections européennes que les voix qui sont en dehors de cette extrême centre et qui critiquent l'Union européenne, même s'il y a eu là-dessus, c'est un sujet dans le sujet, une vision eurosceptique qui s'est beaucoup adoucie pour des raisons peut-être électorales d'ailleurs chez nous. Mais bon, le mécontentement notamment sur les politiques européennes avec l'occasion de la crise agricole montre à quel point l'Union européenne est une cote très très mal taillée et en tout cas qui tourne le dos aux intérêts, à part quelques petits avantages comme la consommation, les roaming gratuits et des choses de ce type, parfois la politique de concurrence qui fait du bien mais en faisant beaucoup de tort par ailleurs d'ailleurs sur les champions européens. Donc à quel point elle tourne le dos aux intérêts du citoyen, et c'est pour ça qu'on ne lui donne plus la parole, c'est pour ça qu'on ne va plus faire de référendum, parce qu'on sait très bien que le citoyen va se positionner contre l'évolution de ces politiques communautaires-là, et donc aux élections européennes, on craint que puisqu'il n'y a plus de référendum, et nonobstant des sondages qui sont toujours plus ou moins gentil, allez, on va dire gentil, ou en tout cas clément avec les politiques européennes, la façon dont ils sont tournés, avec le baromètre, etc., européen, on va là, au moins, avec les élections européennes, les gens vont avoir la possibilité de s'exprimer, même si c'est aussi une thématique où la participation reste malheureusement de plus en plus faible, encore plus faible qu'au niveau des élections nationales. Donc, il y a une crainte importante, et cette crainte d'une montée de ce qu'ils appellent le populisme, évidemment, alors qu'il s'agit simplement moi, je veux bien, si populisme, ça veut dire respecter le principe de vox populi, vox dei et de la démocratie, tout simplement. À ce moment-là, je suis pour le populisme et je le signe des 2 mains. Donc, on a très peur de cette montée-là qui vient contester l'ordre bureaucratique antidémocratique qui s'établit de plus en plus. Et ça fait un peu, justement, référence à l'histoire récente du Brexit, de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, parce que si David Cameron, à l'époque, Premier ministre, avait décidé de faire un référendum inquiétant beaucoup de gens autour de lui, d'ailleurs, parce que beaucoup lui déconseillaient de le faire. Mais il l'a fait, pourquoi ? Parce qu'aux élections européennes déjà de 2014, les partis dits indépendantistes du Royaume-Uni, donc qui voulaient faire scission avec l'Union, avaient fait des gains électoraux incroyables, étaient devenus le premier parti britannique aux élections européennes de 2014, et ce que craignait le gouvernement de Cameron à l'époque, c'est qu'aux prochaines élections nationales britanniques, ils subissent la même défaite et que ça fasse le lit des travaillistes europhiles. Et donc, il a décidé à l'époque, finalement, de faire ce référendum, non pas tellement en tant que grand démocrate, même si ça s'est avéré être un acte démocratique in fine, mais surtout parce qu'il voulait se débarrasser de cette aile droite ou eurosceptique dans son parti, une bonne fois pour toutes, en tout cas pour une longue durée, en les faisant perdre le référendum.
mais ça s'est retourné contre lui. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, mutatis mutandis, de ce côté-ci de la Manche, c'est un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'on a une vision du peuple qui prend de plus en plus conscience des limites de l'Union européenne, et là, la crise agricole en est un exemple flagrant et massif, nonobstant toute cette propagande du mainstream qui ne fait parvenir n'installe sur les grands médias que des europhiles. Alors oui, on peut critiquer l'Union européenne au sens pour l'améliorer. Hein, c'est d'ailleurs même la ligne macroniste avec la Renaissance depuis qu'il est arrivé. Mais tout en transformant le ministère des Affaires étrangères en ministère de l'Europe et éventuellement des affaires étrangères. Donc, mais il est interdit de se poser la question de l'intérêt de sortir de l'Union européenne. Ça, c'est une question interdite. On peut encore moins l'étudier quand on le fait. On est dans le pays de la liberté d'expression, donc je m'exprime ici librement, mais par contre, les micros des mainstream sont coupés. Donc, on retrouve un peu la même situation de ce point de vue-là, et ça va être assez intéressant. Côté britannique, Liz Truss, qui n'a pas encore dit son dernier mot, et Boris Johnson probablement non plus, même si pour l'instant il reste silencieux. Ces jours-ci, ces tout derniers jours, Liz Truss a créé un courant au sein du Parti conservateur qu'elle a appelé Popular Conservatism. Popular Conservatism, donc le conservatisme populaire. Donc elle s'approprie à juste titre, légitimement, cette idée que la victoire de Boris Johnson en 2019 est victoire écrasante avant qu'il soit par un coup interne sorti du pouvoir. La victoire écrasante avait été justement réalisée sur le fait que Boris Johnson avait réussi à convaincre un certain nombre d'électeurs modestes et de couches sociales inférieures dans ce qu'on appelle le Nord et le Red Wall, là, le Nord et le centre de l'Angleterre, à voter pour un conservatisme populaire déjà, plutôt que pour les travaillistes qui, en tant qu'europhiles, ne se rendent pas compte qu'ils défendent finalement une gauche caviar qui fait le lit du grand capital financier et qui ne défend plus les intérêts du peuple, ne serait-ce que par une immigration massive qui bloquait les salaires toujours au ras des pâquerettes. Donc aujourd'hui, Liz Truss reprend effectivement ce droit à fil et a créé ce courant popular conservatism qui sur c'est assez amusant en français. On peut voir la réduction, c'est pop pour popular, con pour conservatisme, donc popcorn, et on rajoute un R, ça fait popcorn. C'est assez drôle, mais on peut supposer que ces militants-là ne vont pas manquer d'air, justement, au contraire, pour empêcher à ce parti conservateur d'aller tout droit dans le mur aux prochaines élections. Et donc, il va y avoir une contestation ici du leadership de Sunak, parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, l'écart avec les travaillistes qui était de 3 ou 4 points, il est passé à 25 points. Donc, ça prouve bien que le conservatisme d'extrême centre n'a aucun avenir à l'heure actuelle, et c'est tant mieux d'ailleurs de ce point de vue-là au Royaume-Uni. Oui, et bien merci beaucoup Jean-Michel. D'ailleurs, on suivra en ta compagnie et avec ton expertise, ton œil averti sur la situation en Grande-Bretagne, cette campagne politique de 2024 en Grande-Bretagne qui s'annonce évidemment passionnante. Et évidemment sur la chaîne, vous retrouverez toutes les informations par rapport à cette campagne européenne, non seulement vue depuis l'extérieur, la Suisse, la Grande-Bretagne, etc., mais évidemment vue de l'interne avec les analyses qu'on va pouvoir suivre en compagnie de Pierre-Yves et de tous les invités. Merci beaucoup Jean-Michel Salmon d'être venu sur la chaîne pour faire un peu ce point en amont justement de cette année électorale et d'en tirer d'en dégager un peu les grands enjeux. Merci Nicolas, merci au Cercle Aristote et puis merci à tous les auditeurs de leur intérêt pour cette question passionnante. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.